Bien, donc nous allons commencer la conférence. Alors, je me présente d'abord, je suis Céline Clabec. Je suis enseignante en CE1 et aussi beaucoup en CE1, CE2. Et j'ai aussi une mission à l'ESP dans la formation continue à l'ESP d'Aquitaine. L'année précédente, nous avons travaillé en équipe sur la rédaction du français clé en main. Cette conférence présentera le manuel, se constituera en deux parties. Et à la fin de la conférence, par le biais du chat, vous pourrez écrire vos questions. Elles me seront transmises, je les lirai et j'y apporterai des réponses que je pourrais faire à ces questions. Voilà, donc vous pouvez formuler toutes les questions tout au long de la conférence. De toute façon, elles seront reprises à la fin. Donc voilà, ce manuel s'intitule Français clé en main. Donc la présentation se fait en deuxième partie. Pourquoi il a été réalisé? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des nouveaux programmes. Donc là, dans une première partie, nous verrons ce que nous avons compris, notre interprétation des nouveaux programmes. Et dans une deuxième partie, nous essaierons de répondre en quoi Français clé en main apporte une réponse à la mise en œuvre des nouveaux programmes. Donc deux grandes parties, une partie sur les nouveaux programmes et une partie sur la structure du manuel Français clé en main CE1, CE2. Donc voilà, les programmes. Donc les programmes sont applicables à la rentrée 2016. Alors qu'est-ce qu'ils apportent de neuf? Il y a des choses qui sont maintenues par rapport au programme 2008, mais les nouveautés principales, c'est que les élèves ont le temps d'apprendre. Ça, c'est extrait des programmes. Alors tout ce qui est écrit sur le PowerPoint est extrait du bulletin officiel spécial numéro 11 du 26 novembre 2015, donc, qui est en ligne, que chacun peut consulter. Donc on a pris quelques extraits qui nous semblaient significatifs. Le sens et l'automatisation se construisent simultanément. Ça, c'est important. On n'oppose plus le sens à l'automatisation, mais on a bien conscience que on donne du sens aux apprentissages et en même temps, on n'oublie pas surtout avec les petits, de consacrer un temps à l'automatisation. La langue française, bien sûr, constitue l'objet d'apprentissage central. Et l'oral et l'écrit sont en décalage important. Ce que Viviane Bouis, qui est inspectrice générale de l'éducation nationale, qui a présenté le programme, nous dit, c'est qu'en CE1, en CE2, on entre dans l'explicite. Elle explique que ces nouveaux programmes volontairement n'ont pas donné, comme les programmes des repères de programme, hein, il n'y a pas de programmation précise pour le CE1 ni pour le CE2, c'est volontaire, il y a des repères de progressivité et non plus des repères de programme. Et cela permet à nous tous, une certaine liberté dans l'élaboration de nos progressions. Donc, ensuite, hop. Il faut savoir qu'en CP, enfin on le sait tous, en CE1, les enfants ont avant tout des connaissances intuitives de notre langue, hein, pour la plupart. Donc ces connaissances intuitives tiennent une place centrale. Et on apprend en même temps, à partir de ces connaissances intuitives, à réaliser des activités scolaires fondamentales. Donc, que nous disent les inspecteurs généraux là-dessus et que nous disent les programmes? On demande une approche réflexive, on nous demande de travailler l'écoute et la compréhension, d'encourager les élèves à s'écouter, à se corriger eux-mêmes, hein, au fur et à mesure des séances de français, et à développer une posture critique. Ensuite, durant ce cycle, on parle d'un apprentissage explicite du français, hein.
Il ne s'agit pas de rester sur l'implicite, il faut que tous les enfants puissent comprendre explicitement de quoi il s'agit. Pour permettre à tous, finalement, d'accéder à la maîtrise de la langue française. Donc, pour cela, que fait-on? On fait des exercices d'entraînement à la mise en œuvre, des activités ritualisées, différentes, mais récurrentes, des petits moments. Donc, on remet en cause l'idée d'une séance longue de français par jour, mais plutôt plusieurs petits moments de français. C'est ce qui est préconisé actuellement. Dans ces programmes aussi, par rapport au programme 2008, il y a des indications sur la mise en œuvre. Il y a une deuxième colonne où vraiment on donne des exemples concrets de la façon dont les élèves mettent en œuvre les apprentissages. Donc, ça c'est important. Une autre chose très très importante, c'est le passage du CE2 au cycle 2. Ça, c'est le grand changement. Ça permet donc, si on compare les programmes 2002, les programmes 2008 et les programmes 2016, si on compare ces deux programmes, on voit vraiment qu'on a maintenant le CE1 et le CE2 pour boucler la totalité de ce qu'on avait à boucler à la fin du CE1, presque, on va dire. Donc, pour le cycle 2, CP, CE1, CE2, 1080 heures de français sur le cycle sont prévues. Donc là, le cycle 2 a été allongé par le haut pour définir des objectifs plus réalistes. Donc, on se base sur une notion de parcours de l'élève. Tous les élèves doivent pouvoir suivre un parcours en français. Et c'est de la responsabilité de l'enseignant de décider quoi faire en fonction de ce qui a été fait. Tant qu'une notion n'est pas bien vue, on la refait. Autant que de besoin, c'est une notion spiralaire des apprentissages. Et on le sait tous dans nos classes qu'il ne suffit pas d'avoir vu une notion une fois, surtout en grammaire et conjugaison, pour qu'elle soit sue. Donc, les conditions de la réussite, selon ces nouveaux programmes, on clarifie les objets d'apprentissage, on clarifie les enjeux cognitifs, on dit aux élèves ce qu'on attendait, et donc on donne du sens, mais on n'oublie pas cet aspect qui existait dans le programme 2008, la répétition, la régularité, voire la ritualisation d'activités langagères. Donc on associe vraiment de façon étroite le sens et l'automatisation. Pour cela, on demande de manipuler les énoncés et les formes. Beaucoup d'exercices de transformation sont préconisés. Transformer un texte, transformer le temps d'un texte, passer du singulier au pluriel. Hein, donc, on demande d'amener les élèves à travailler sur des exercices nombreux qui consolident leur connaissance. Donc, on part d'une approche intuitive, toutefois, on structure, on désigne, hein, on a tout un métalangage, les outils pour parler de la langue doivent être connus, mais on doit s'entraîner à utiliser les connaissances acquises. Donc, la grammaire est surtout utilisée pour parfaire l'orthographe. Ça, on verra dans la deuxième partie. Donc, on part du discours spontané de l'élève au discours scolaire, un discours dit secondarisé, et qui est garant de l'efficacité des échanges entre élèves et entre élèves et maîtres, de la circulation de la parole dans la classe, c'est bien sûr le professeur. Hein, spontanément, les élèves ne vont jamais arriver au discours scolaire. Donc, le français clé en main, comment cette méthode, comment ce manuel qui a été réalisé en équipe, une équipe de professionnels, comment nous avons pensé tous ces exercices, et nous allons vous l'expliquer dans cette deuxième partie. Alors voici une vue d'ensemble. Ici pour les leçons de la grammaire qui est quand même un domaine très très important parce que ça permet de comprendre comment fonctionne la langue. Elle est établie sur deux doubles pages, alors que les autres séances sont sur une seule double page. Donc, voilà la double page de la grammaire. Ensuite,
il y a beaucoup de rubriques. Hein. Donc là, vous avez une vue d'ensemble avec plusieurs niveaux. Donc, le principe, c'est de ne jamais laisser un élève tout seul devant une difficulté qu'il n'a pas les moyens de résoudre. Pour cela, comme nous avons tous des classes assez nombreuses et surtout des classes très hétérogènes, nous avons besoin que des élèves puissent travailler en autonomie pendant que nous nous occupons d'élèves à besoins particuliers ou d'élèves qui auraient besoin de notre présence pour mieux comprendre et pour mieux s'investir dans le travail scolaire. Donc ce manuel offre la possibilité de travailler en autonomie parce qu'il offre beaucoup de choix d'exercices. Donc les domaines, donc on a la grammaire, l'étude de la langue, la conjugaison. Alors la conjugaison dans les programmes est liée à la grammaire. C'est l'étude, elle est appelée étude du verbe, mais les programmes sont très précis sur le nom des verbes à apprendre et les temps des verbes à apprendre. Et les personnes, hein, effectivement, la troisième personne, l'accent est mis sur la troisième personne du singulier et surtout la troisième personne du pluriel. L'orthographe, on révise les sons, les sonorités, hein, et le lexique, qui était anciennement le vocabulaire. Donc on reprend les termes des programmes. Pour permettre aux élèves de se repérer dans le manuel, puisqu'en CE1, c'est la première fois qu'ils ont vraiment un manuel de français à proprement dit, on a d'abord un repère de couleurs. Toutes les leçons toutes les séances de grammaire sont regroupées, toutes les séances d'orthographe sont regroupées pour permettre justement une liberté d'utilisation. Il y a un titre clair avec une problématique. Voilà, ici, par exemple, comment reconnaître une phrase. Nous voyons ensuite en jaune une petite synthèse, ce que l'élève doit retenir à la fin de la séance. Donc, on voit de plus près, ici, nous avons le titre et la problématique. Donc, les élèves, c'est clair pour les élèves et c'est clair aussi pour les parents, les élèves qui s'intéressent au sujet de l'apprentissage de leurs enfants. Et un petit bilan, ce que je viens d'apprendre. Ensuite, pour mettre en situation, commencer la séance, on a des élèves actuellement qui sont très dynamiques, donc on commence de façon assez tonique, avec un QCM ou un petit quiz pour savoir où en sont les élèves. C'est une séance, c'est quelque chose d'assez rapide, c'est juste pour, c'est une mise en situation. Ensuite, il y a deux textes de deux niveaux, parce qu'en CE1, on n'a pas le même niveau de lecture qu'en CE2. Donc il y a deux niveaux. Nous n'avons pas écrit CE1 ou CE2, c'est à l'enseignant de voir au besoin de voir finalement quel texte lui convient le mieux. Mais on a établi vraiment un niveau vert et un niveau 2 pour que l'enseignant puisse à loisir utiliser celui qui lui paraît le plus pertinent. Nous avons ensuite des questions. Alors ça, c'est pour favoriser l'oral, parce que l'oral est vraiment au cœur des apprentissages. Bon, ça, c'est quelque chose, c'est pas nouveau, hein, mais là, on insiste bien dessus. Donc, on a cette première partie de la double page qui est vraiment consacrée à l'étude de la langue et à une réflexion sur la langue, à une vraie réflexivité. Donc, il y a trois niveaux de questions. Le niveau vert, qui correspond au niveau texte vert, le niveau bleu et un troisième niveau qui est le niveau rouge pour les élèves les plus avancés. Ces questions peuvent être traitées par groupe, de façon individuelle, après toutes les modalités pédagogiques de mise en œuvre, ou certains points peuvent se traiter aussi à l'écrit ou à l'ardoise. Hein, il y a plusieurs possibilités d'entrer en matière à partir de ces questions qui dérivent des textes. Ensuite, dans la deuxième partie, nous avons des exercices d'application. On appelle des exercices d'application, hein, où on applique la notion qui vient d'être découverte. Et pareil, dans ces exercices d'application, il y a un niveau vert qui correspond au niveau des questions vertes et au niveau du texte vert, des questions bleues et des questions rouges pour les plus avancés, les plus autonomes. Donc ensuite, plusieurs activités sont proposées, des exercices d'application et ensuite des exercices d'entraînement
qui reprennent les notions, mais en approfondissant. Donc on voit bien que sur une page, en un an, ce n'est pas suffisant pour traiter tous les exercices, surtout en CE1, et on voit bien qu'on a largement de quoi nourrir les apprentissages entre le CE1 et le CE2. Donc, voici aussi une rubrique en grammaire pour s'entraîner tout seul. Des exercices supplémentaires que les élèves peuvent faire en autonomie. Donc, ce manuel offre une banque importante d'exercices pour les élèves qui peuvent réaliser donc, sur 2 ans, l'année du CE1 et l'année du CE2. Pour la grammaire uniquement, il y a la rubrique « Je suis un expert » qui reprend un autre petit texte qui permet aux élèves de façon autonome, cette fois-ci, avec les outils qu'ils viennent de découvrir, de se lancer dans une analyse de texte par eux-mêmes. Voilà. Pour la rubrique « Ce que j'ai appris », nous voyons qu'il y a 2 niveaux, pareil. Un niveau, alors on va dire le niveau CE1, on est plus dans l'exemple, et le niveau CE2, on est plus dans la formalisation. Parce qu'on se prépare à entrer dans le cycle 3. Ici, puisque les programmes nous incitent vraiment à des exercices d'écriture réguliers, des petits exercices d'écriture réguliers, plutôt que de se lancer dans des écritures longues, dès la rubrique « J'écris seul », que l'on retrouve aussi en conjugaison. Des petits exercices défis. Alors, cette rubrique, exercice défi, permet aux élèves de donner un aspect ludique aux apprentissages et donner des petits challenges pour que les élèves garder la motivation des élèves surtout. Et pour aller plus loin, c'est pareil, c'est pour maintenir et éveiller la motivation des élèves, sans laquelle aucun apprentissage n'est possible. Alors, comment les textes ont été choisis? Comment les textes de départ ont été choisis? Je rappelle, pour chaque séance, il y a 2 textes de départ. Donc, ce sont des textes extraits de la littérature de jeunesse, des textes dynamiques qui doivent répondre aux préoccupations des enfants. Nous avons aussi fait appel à des textes prétextes, pour, notamment en conjugaison, quand on avait besoin par exemple, d'avoir la répétition de tel ou tel verbe. C'est vrai que des verbes répétés dans un texte, naturellement, on n'en a pas. Donc, quand on voulait un texte avec un verbe qui était récurrent à plusieurs temps, par exemple, on a utilisé des textes prétextes. La littérature classique, il est important de faire référence à la littérature classique. C'est une culture commune. Les nouveaux programmes défendent cette idée de culture commune que nous devons transmettre à nos élèves. À tout. Et il y a aussi d'autres types de textes. Il n'y a pas que de la littérature classique. Il peut aussi avoir des lettres, par exemple, plusieurs sortes de textes. Donc, on a plusieurs niveaux de questions. Donc, on reprend le niveau vert, le niveau bleu et le niveau rouge. Et ce niveau vert, ce niveau bleu, ce niveau rouge se retrouve sur beaucoup de rubriques, ce qui permet à l'élève de structurer un petit peu, de savoir un petit peu dedans. Donc, chaque domaine a des rubriques spécifiques, effectivement. Là, nous avons vu de près les rubriques en grammaire. En orthographe, il y a des rubriques spécifiques. En conjugaison aussi. Donc, ici, vous avez montré j'écris seul. On a le j'écris seul aussi, une rubrique pour écrire en conjugaison. Donc, ça correspond à ce que disent les programmes, explicitement, ils nous disent. Des situations quotidiennes pour des écrits courts intégrés aux séquences d'apprentissage. C'est ce que disent les nouveaux programmes. En lexique, pour l'utilisation du dictionnaire, chacun sait que c'est quelque chose de difficile à acquérir, la maîtrise de l'utilisation du dictionnaire. Donc, elle ne peut s'acquérir que de façon ritualisée. Donc, on propose le rituel du dictionnaire. Nous avons aussi tout un corpus de dictées préparées qui se déclinent tout au long des séances d'orthographe. Donc là, nous avons choisi de proposer des textes complets
pour donner plus de liberté à l'enseignant quant à l'exploitation de ces textes. Un libre à l'enseignant de choisir une seule phrase selon le niveau des élèves, de différencier, ça permet de différencier et de mettre en place plusieurs pédagogies de dictée. Donc les dictées peuvent être, les programmes préconisent des dictées courtes sous une variété de formes. Nous proposons des dictées, 2 niveaux de dictée, avec des textes suffisamment nourris pour que l'enseignant puisse proposer des dictées courtes. Voilà. Donc, en annexe, nous avons aussi les tableaux de conjugaison. Les tableaux de conjugaison sont présentés comme l'indiquent les programmes, c'est-à-dire que les enfants doivent voir qu'il y a des marques de personnes. Hein, par exemple, une marque de personne forte, c'est le NT au pluriel, à la troisième personne du pluriel, à la troisième personne du pluriel. Il y a aussi des marques de temps, on va dire le AI et le I pour l'imparfait, le R pour le futur. Donc, ces tableaux de conjugaison permettent vraiment de mettre en évidence les marques de temps et les marques de personne, comme c'est indiqué dans le nouveau programme. De la même manière, ont été sélectionnés un corpus de mots fréquents à connaître, les inévitables mots invariables, on en sélectionne quelques-uns, des mots-outils, des mots de consigne. Donc, le français clé en main est un manuel de référence pour les élèves, mais il favorise aussi la relation avec les familles, car les familles peuvent être rassurées parce qu'elles comprennent ce sur quoi travaillent les enfants. La liberté pédagogique des enseignants est respectée, puisqu'il y a plusieurs possibilités d'entrée en matière, il y a plusieurs possibilités de mise en œuvre. Hein. Il y a surtout matière à beaucoup de différenciation. Pour ce qui est des questions, je vais y répondre maintenant en les lisant à haute voix et aux questions que vous aurez formulées par écrit. Vous pourrez feuilleter le manuel en ligne, il est en ligne, il est entier en ligne. Il y a aussi bientôt qui sera proposé un guide de l'enseignant qui va être proposé en fin de Donc, j'attends vos questions. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'attends vos questions. Donc, vous pouvez écrire les questions sur le manuel numérique. Reprend-il l'ensemble du manuel? Oui, oui, le manuel numérique reprend l'ensemble du manuel. Il y aura une version numérique enrichie en fin d'année, c'est-à-dire qu'il y aura des possibilités d'exploitation supplémentaires qui seront en plus de ce qui est proposé dans le manuel, en fin d'année. Alors, question. Pourquoi avoir mis en couleur que la troisième personne du singulier et le pluriel dans les tableaux à la fin? Parce que les programmes insistent sur, c'est vraiment une caractéristique du nouveau programme, les marques de la troisième personne, du pluriel et du singulier sont à apprendre en priorité. Donc on propose, dans les exercices, on propose effectivement toutes les personnes, mais dans les programmes, ce qu'il faut vraiment connaître derrière les indicateurs d'évaluation sont sur la troisième personne. À part pour le verbe être et le verbe avoir, effectivement, où il faut tout connaître. Pourquoi? Parce que c'est le temps du récit et le temps on travaille beaucoup sur le temps du récit et le temps du récit est à la troisième personne. Donc c'est
En revanche, c'est mis en couleur, mais toutes les personnes ont été écrites comme ça. L'enseignant est libre de présenter aux enfants, comme il lui convient, la conjugaison dans l'ordre. À quand le livre du maître? Donc le livre, à quand le livre du maître? Le livre du maître est en cours il est en train de finir de se faire. Je suis dessus. Et avec la fin de l'année, c'est vrai que c'est pas facile. Mais il est presque bouclé. Normalement, pour la rentrée, il va être en vente. J'expérimente les leçons sur ma classe en même temps. En double niveau, CE1, CE2, il est donc envisageable de partir sur les textes de découverte en collectif et de différencier ensuite les exercices. Ça dépend comment on comprend son CE1, CE2. Effectivement, on peut partir sur un texte commun si on a construit ça dépend comment on a constitué son CE1, CE2. On peut avoir un CE1, CE2 avec des CE1 très autonomes. Si l'équipe d'école vous a donné des CE1 lecteurs, effectivement, on peut partir sur une lecture commune et différencier ensuite. Si l'équipe d'école vous a attribué des CE1 plus en difficulté, là, au départ, surtout en début d'année, il va falloir quand même s'occuper un petit peu de près des CE1. Donc vous avez intérêt à avoir des CE2 autonomes. Le problème du double niveau, c'est qu'il est nécessaire d'avoir un des deux niveaux qui est au moins autonome. Donc normalement, vous devriez pouvoir au moins avoir les CE2 qui sont autonomes et qui travaillent sur un texte, pendant que vous aidez sur un autre texte si vous choisissez de partir sur deux textes différents. Si vous avez constitué votre groupe de façon à ce qu'il puisse partir d'un seul texte, il n'y a pas de problème. Je ne me rappelle plus si j'ai lu la question, donc je vais lire la question. En double niveau CE1, CE2, il est donc envisageable de partir sur les textes découverts en collectif et de différencier ensuite les exercices. Voilà, donc ma réponse, c'est oui, mais ça dépend du niveau des élèves que vous avez au départ. Si ce sont des CE1 autonomes ou si ce sont des CE1 lecteurs ou non lecteurs. La question, c'est est-il facile d'élaborer une progression à partir de la présentation du livre? Oui, tout à fait. Alors, dans les guillemets, nous en proposons une. Il est tout à fait facile d'élaborer une progression à partir de la présentation du livre parce qu'on suit la logique. On commence, par exemple, pour la conjugaison, on commence de façon logique par le présent et on finit par le passé composé. Je pense qu'après, de savoir si on place l'imparfait avant le futur ou le futur avant l'imparfait, voilà, la liberté des enseignants, elle est là. À quel moment on met le futur, à quel moment on met l'imparfait. Mais pareil pour l'orthographe, ça va du plus simple au plus compliqué. La progression, on peut tout à fait reprendre la progression du livre et puis l'appliquer. Après, c'est répartir par période, mais ça, c'est en fonction des progrès des élèves. Moi, personnellement, mes progressions, je les réajuste par période. Chaque année, je vois par période parce que d'une année à l'autre, les élèves n'ont pas la même vitesse d'apprentissage. Donc, je pense qu'il est facile d'élaborer une progression à partir de la présentation du livre. Il paraît qu'il y a des évaluations à l'intérieur du livre du maître. Oui, il y a des évaluations, il y a des exercices d'évaluation à l'intérieur du livre du maître qui sont prévus à la fin de chaque séance. Il y a aussi des doubles pages de révision. Il y a 2 doubles pages de révision pour l'orthographe, 2 doubles pages de révision pour la grammaire, 2 doubles pages de révision pour grammaire, pour l'orthographe et puis pour le lexique. Y a-t-il un rappel de phonologie, notamment sur les sons difficiles? Oui, c'est écrit dans les programmes là. Donc on a suivi tout ce qui était écrit dans les programmes, les sons qui étaient dans les programmes. Gueule, donc c'est les rappels. Et c'était relativement facile à mettre en place parce que les programmes sont assez clairs là-dessus. Donc on a suivi ce que disaient les programmes. Le guide du maître sera-t-il accessible en ligne ou devrons-nous obligatoirement acheter la version papier? Là, je n'ai pas la réponse immédiatement. Peut-être que je vais l'avoir, mais non, non, ce sera uniquement en version papier.
Donc, vous devrez acheter la version papier. Ce ne sera pas accessible. Comment envisagez-vous de décomposer la séance en plusieurs petits moments? Alors, le texte, un oral collectif sur le texte, une phase de recherche avec une petite trace écrite. À un autre moment, un exercice dans le cahier du jour, par exemple. Et l'exercice dans le cahier du jour qui ne suit pas immédiatement la petite phase orale collective. À l'ardoise, ou la phase, par exemple, la dictée, on peut la faire à un autre moment. Tout ce qui est des petits jeux, des quiz, on peut les faire en début, on peut faire le quiz en début. Donc vous voyez, tous les moments des rubriques ne se suivent pas nécessairement. C'est vrai qu'on a des élèves par rapport il y a une quinzaine d'années qui sont moins concentrés longtemps. Ils sont plus performants dans d'autres domaines. Alors ça, c'est une analyse personnelle, mais c'est vrai qu'ils aiment bien qu'on varie les modalités de travail. Ils restent moins sur les exercices ou moins sur un oral collectif qui a une quinzaine d'années quand même. Donc là, c'est vrai qu'on faut qu'on s'adapte à notre public. Combien de temps passez-vous sur une séance? Alors, j'aurais tendance à dire qu'il y a des séances phares sur lesquelles, par exemple, le verbe être et avoir, moi, on a beaucoup discuté avec les collègues. Moi, je trouve que, par exemple, sur les verbes être et avoir, sur le présent, il faut passer le temps qu'il faut, nécessaire. C'est-à-dire que tant qu'on sent qu'il n'y a pas possibilité d'évaluer, que les élèves n'ont pas une petite aisance, n'ont pas un petit peu progressé, donc je dirais minimum 15 jours. Je dirais minimum 15 jours. Parce que par rapport au minimum, euh, et après, sur des séances plus, où on est vraiment dans le coin du programme, où c'est pas essentiel, où on sait qu'ils pourront le revoir en cycle 3, à ce moment-là, on peut faire en une semaine, mais en une semaine, on voit pas grand-chose. Minimum 15 jours. Sachant qu'ils voient 15 jours en CE1 et qu'ils voient après 15 jours en CE2. Donc ça leur fait 4 semaines sur une notion, 4 semaines sur l'imparfait, 4 semaines. Donc il y a plusieurs séances sur l'imparfait, mais sur l'imparfait du verbe vouloir, par exemple, 4 séances, ça ne me paraît pas trop. Enfin, les verbes vouloir, pouvoir, etc. Donc la question, c'était combien de temps passez-vous sur une séance? J'aurais dû dire quand même minimum 15 jours par année. Est-ce que le second texte de découverte correspond au premier en plus complexe? Alors, parfois, il s'agit de la suite. Si c'est un extrait, par exemple, il s'agit de la suite. Effectivement, l'idée, c'est ça correspond au premier, avec plus de notions, des notions moins évidentes, plus de difficultés. Effectivement, le second texte, on peut dire cela comme ça, il correspond au premier en plus complexe, tout à fait. Mais ce sont des textes différents, ça peut être la suite du roman. Lorsque les CE1 et CE2 sont dans la même classe, faut-il selon vous faire des séances communes ou à distance? Personnellement, après je sais pas si je suis un modèle, hein, mais personnellement, j'ai toujours fait français avec les CE1 et les CE2 en même temps. Le texte de départ, selon le niveau de lecture, peut être le même ou peut être différent. Une fois qu'on a les, mais on voit les difficultés. Par exemple, si on est sur le présent du verbe être, donc tout le monde fait le présent du verbe être. Donc je pense que les titres des séances communs, l'objectif sera différent. Les CE2, on sera dans la maîtrise, et les CE1, on sera dans la découverte. Donc par exemple, les CE2 auront des exercices de transformation de texte, hein, transformer un texte, hein, mettre au pluriel, tandis que les CE1 auront plus des exercices de reconnaissance, d'identification, reconnaître un verbe, identifier un pluriel, souligner, mettre en couleur. Voilà comment je le perçois. Enfin, c'est juste un exemple. Hein. Une version CM est-elle prévue? Oui,
c'est nos petits devoirs de vacances. Nous avons un CM1, un manuel CM1, CM2 qui est en cours d'élaboration. Et qui sera publié pas pour cette rentrée scolaire justement, mais en 2017, début 2017, il sera publié. Faut-il respecter l'ordre des leçons pour la progressivité? Je pense qu'il y a des blocs qu'on peut respecter. Si je prends l'exemple de la conjugaison, si on commence l'imparfait des verbes en ER, après on a l'imparfait des verbes être et avoir, après on a l'imparfait des verbes vouloir, pouvoir. Donc effectivement, si on a après, on peut, si on souhaite voir tous les temps d'un type de verbe, pourquoi pas. Mais je pense qu'on par bloc, il y a des blocs inséparables, des temps, mais après, on peut changer l'ordre des blocs. Il semble que c'est la même question sur la liberté de la progression, en fonction de la progression qu'on a choisie. Quelle place est prévue pour l'oral dans ce manuel? Alors, elle est importante justement parce que les questions de couleur sur le texte sont prévues pour être la plupart du temps faites lors d'échanges oraux. Et après, d'échanges à l'oral. Et après, il y a une mise à l'écrit. Et personnellement, je pense que le travail de la consigne doit être fait à l'oral pour les exercices. Il y a un énorme travail sur la consigne avant que les élèves se mettent à l'écrit. Donc il y a une place dans les deux parties du manuel, dans la première page à chaque fois, effectivement, le travail sur le texte, le travail de découverte, il y a une partie orale indispensable et aussi une partie écrite qui puisse un petit peu se poser. Et dans la deuxième partie du manuel, tout ce qui est consigne et correction, la place de l'oral est importante. Hein, on peut faire, quand on fait corriger par un élève, c'est de l'oral et c'est important aussi. Et les élèves doivent écouter les autres élèves. Donc il y a une place prévue pour l'oral en permanence, en alternance avec l'écrit. Comment organisez-vous pour faire plusieurs moments de français pur par jour? Oui, je vois ce que vous voulez dire. Effectivement, quand on fait découverte du monde, on fait aussi du français. Donc on peut raisonnablement, dans plusieurs, déjà on peut, je pense qu'on se représente la demi-journée ou la journée. On peut se dire, on s'octroie 2 moments de français pur par jour. Et si on voit après qu'on peut les scinder encore en 2, ça nous fait 4 moments de français pur par jour. On peut dire avant la récréation, par exemple, on fait le petit quiz. Je vous donne un exemple. Avant la récréation, le petit quiz. Ils partent en récré. Ensuite, ils reviennent et la leçon à partir du texte écrit. Et l'après-midi, un exercice d'application. Ils reviennent de manger, ils sont fatigués, un exercice d'application. Ça dépend si vous sentez que vos élèves peuvent être en début d'après-midi, sont bien à l'écrit. Si vous sentez qu'ils sont mieux à l'écrit dans la matinée, c'est vous qui voyez comment se sentent vos élèves. De toute façon, je pense que dans la classe, une fois qu'on a instauré les petits moments, le plus difficile, on va dire, c'est avant les vacances de la Toussaint. Et après, une fois qu'on a instauré nos petits moments, qu'on a trouvé son équilibre, c'est plus facile à mettre en place. Et du coup, le manuel est un support, puisque les automatismes se sont installés. Y a-t-il des textes fonctionnels, recettes, règles du jeu, lettres, autres que des textes littéraires? Oui, il y en a. Il y a des lettres, il y a des recettes.
Il y en a. Ils sont pas majorité, mais il y en a. On a veillé à respecter une certaine diversité. Donc il y a aussi des petites poésies et il y a aussi des dialogues. Donc il y a des textes autres que des textes purement des petits romans, des extraits de romans. Ça, on a veillé à la diversité des textes proposés. Donnez-vous les leçons à apprendre. Les copions-nous sur un cahier de leçons, une leçon photocopiée ou leçon sur le livre. Personnellement, j'ai un cahier de leçons, mais ça, chacun voit comment il fait. Moi, c'est vrai que j'aime bien le cahier de leçons avec une petite leçon que je tape parce que j'ai un tableau numérique, donc c'est facile qui est par contre très brève, hein, et elles sont numérotées, c'est 1, c'est 2, c'est 3, c'est 4. Et, donc en plus, effectivement, moi je donne des leçons à apprendre en plus du livre, mais ça c'est un choix personnel. Après, si on prévient les parents que ce sera les leçons du livre qui seront à apprendre, il n'y a pas de problème non plus. Moi, je trouve que l'idée du cahier de leçons permet de s'approprier et permet de négocier avec les élèves. Que retenons-nous du livre? Effectivement, que retenons-nous de la leçon ou de la vie de la classe? Donc, ça permet de s'approprier un petit peu ce qu'on va apprendre. Donc, la question, c'était donnez-vous les leçons à apprendre, les copions-nous sur un cahier de leçons ou leçons photocopiées ou leçons sur le livre. Donc, pour ma part, c'est comme j'ai un tableau numérique, moi, relié à la photocopieuse, c'est assez facile parce que quand on a fait une mise en commun, en 2 secondes, je tape la leçon est tapée, parce que les leçons de CE1, c'est pas très, et c'est pas très long. Et donc, du coup, les exemples sont pris. L'avantage de la leçon, les exemples avec, on a les noms des élèves, par exemple. On prend des exemples des phrases avec les noms des élèves. Comment les dictées sont-elles programmées, sont-elles quotidiennes? Alors, il y a plusieurs façons de proposer la dictée. On peut les proposer de façon hebdomadaire, ou on peut proposer aussi des façons quotidiennes en découpant le texte en petites phrases, en découpant en petits morceaux. Euh, on peut partir d'une phrase simple qu'on enrichit, d'un texte plus simple qu'on enrichit quotidiennement. Le lundi, on a une structure très simple. Mardi, on enrichit au fur et à mesure de la semaine. On peut aussi faire travailler la dictée en groupe, ce qu'on appelle la dictée négociée. Euh, pour ma part, la dictée, c'était le lundi, mais je pense que j'ai vu fonctionner quand je suis allée visiter des stagiaires des dictées du jour, et ça fonctionnait très très bien aussi. Euh, Très sincèrement, c'est vrai que chaque enseignant vraiment a sa façon de mettre en place les choses. Hein. Euh, du moment que c'est régulier, personnellement, ça peut être quotidien ou hebdomadaire, du moment que c'est régulier, que les élèves sont en train de faire un travail qui est ni trop facile ni trop difficile pour eux, je dirais qu'il y a des apprentissages qui se font. Peut-on proposer, par exemple, 3 dictées flash pour une dictée bilan? Oui, bien sûr, tout à fait. C'est-à-dire comme les textes des dictées sont suffisamment longs, on peut décomposer en phrases. Et en CE1, la décomposition en phrases est essentielle. Hein. Ils travaillent chaque jour une phrase et à la fin, on a une dictée bilan. Effectivement, c'est une super idée. Cette année, je travaillais à mi-temps, donc c'est vrai que j'étais plus du lundi au lundi parce que j'avais un mi-temps à l'ESP. Mais effectivement, si on a la classe à temps plein, c'est plus logique de travailler en progression comme ça sur la semaine. Et puis effectivement, vaut mieux des petits moments. Pour ceux qui ont le plus de problèmes, c'est vrai qu'il vaut mieux des petits textes. Pour les dictées, les élèves qui travaillent sur le niveau 2 font-ils le niveau 1
pour le niveau 2. Alors, on a des élèves qui vont... alors, il y a des élèves qui sont des très bons élèves, mais qui travaillent lentement. Donc, ceux-là peuvent faire que le niveau 2. Il y a des élèves qui travaillent vite et bien. C'est-à-dire qu'ils écrivent bien, ils ne produisent pas de fautes. Et donc, ceux-là, ils peuvent faire le niveau 1 et 2. Et il y a des élèves qui ne sont intéressés que par la performance et qui préfèrent faire tout mal. C'est-à-dire qu'ils oublient de formuler bien, de former bien leurs lettres et dès le CE2, ils commencent à avoir une écriture qui est moins bien formée. Donc, moi, j'ai tendance à exiger des élèves peu mais bien. Je leur dis, c'est pas au kilo, c'est-à-dire que si les élèves écrivent les deux textes, le niveau 1 plus le niveau 2, mais que l'écriture n'est pas de suffisamment bonne qualité, qu'elle n'est pas soignée, je préfère dans ces cas-là qu'ils ne fassent qu'un niveau. Donc là, c'est vraiment à négocier avec chaque type d'élève. Sachant que l'élève rapide qui écrit très bien est assez rare. Donc, mieux vaut se concentrer sur un niveau et bien le faire. Quitte après à... Mais bon, s'il y a un élève qui va vite et bien, à ce moment-là, il peut faire le niveau 1 et le niveau 2. Donc la question, c'était pour le dicter. Pour les dicter, les élèves qui travaillent sur le niveau 2 font-ils le niveau 1 plus le niveau 2? Donc vous voyez que le manuel est vraiment adapté à, à tous les types d'élèves, hein, parce qu'on a quand même beaucoup de profils différents. Comment associer la culture littéraire au manuel et le travail autour de la compréhension? Alors, pour ma part, la culture littéraire, on a des œuvres. Moi, j'ai des œuvres complètes que j'utilise à part. J'achète, enfin, dans ma classe, j'ai des séries de livres qui sont donc ils ont 5 œuvres complètes dans tous les registres à étudier. Donc la culture littéraire, elle est plus dans l'étude de ces œuvres complètes. Le travail autour de la compréhension, le travail autour de la compréhension se fait avec le lexique. Hein, et le manuel est centré vraiment sur le métalangage, sur la grammaire, sur un peu la formalisation. Donc autour de la compréhension, pour comprendre comment se forme un temps, eh bien, on utilise le manuel. C'est vraiment une activité décrochée. Après, la compréhension de texte, elle se fait en littérature. Donc en fait, le manuel, c'est une banque d'outils. Je l'interprète comme une banque d'outils. Alors nous avons aussi un manuel qui est nature à lire, où vraiment il y a un travail autour de la compréhension. Hein, et on a aussi un manuel de lecture du CE1 au CM2, si vous préférez travailler avec un manuel de lecture qui propose pas des œuvres complètes, mais des extraits d'œuvres. Et donc là, on touche beaucoup plus d'œuvres. Voilà. Donc du coup, on se constitue une culture littéraire puisqu'on a des extraits d'œuvres. Le manuel peut donc utilisé, le manuel peut donc être utilisé en décroché de tout roman littéraire. Oui, moi c'est comme ça que je fais. Après, il peut être, ça peut être, oui, le manuel peut être utilisé en activité décrochée de tout roman littéraire. Puisque si on travaille toutes les activités décrochées à partir d'extraits du roman, les enfants sont dégoûtés du roman. Je l'ai vu, ça, ils n'en peuvent plus après. Ils aiment bien. Donc c'est vrai que c'est bien de garder le charme quand on travaille sur une œuvre complète. C'est bien de travailler l'aspect quand même plaisant de l'œuvre complète. Alors, est-ce qu'il reste des questions? On en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Donc, vous allez recevoir une enquête après la conférence. Ça nous sera utile pour avoir votre avis. Les personnes qui ont gagné le manuel seront contactées par mail. Donc, je vous remercie pour votre écoute, pour votre participation active et dynamique. Et je vous souhaite surtout de boucler l'année parce qu'il nous reste encore quelques semaines les plus dures. Donc, je vous souhaite bon courage d'ici la fin de l'année pour tout ce qui reste à faire. Bien, bah, écoutez, je pense que je vais me déconnecter. Je vous souhaite une excellente fin de journée et, euh, et encore une fois, bonne fin d'année. Au revoir à tous.